dernière partie, dernier virage de cette émission. Dans la deuxième partie, nous parlions justement de la question des droits de l'homme avec les tueries. Cette fois-ci, nous allons aborder la question de nos prisons. Ferdinand, lors de sa dernière assemblée générale, Genève demande à Lomé de fermer sa prison. C'est trop demandé? Non, c'est pas trop demandé. Lorsque on essaye de voir ou d'analyser les conditions dans lesquelles les gens sont dans cette prison, qui n'est finalement pas une prison. Comme on le titre demain, c'est un goulag. C'est un goulag parce que c'est un enfer sur terre dans lequel les gens se retrouvent. Et cette prison n'était pas prévue pour recevoir autant de pensionnaires. Aujourd'hui, c'est une surpopulation inimaginable dans un environnement totalement infesté. Les gens y meurent juste pour des infections pulmonaires, des maladies. Quand vous allez au Cabanon, vous voyez les prisonniers qui sont là-bas. Les conditions dans lesquelles ces prisonniers sont au Cabanon, les maladies qu'ils ont pu choper dans cette prison-là, je pense que une société démocratique, le vrai visage d'une société démocratique s'observe dans les prisons. Et lorsqu'on a une prison comme celle-là, nous devons nous en inquiéter. Parce que toutes les prisons au Togo sont devenues des lieux, des camps de concentration. En Guinée, il y avait une prison célèbre qu'on appelait le camp Boiro, dans lequel est mort Diallo Telli. Et la prison de Lomé n'est pas différente de celle-là. Et je pense qu'il faut arrêter les discours. Il faut arrêter d'aller chaque fois à Genève, chaque année, pour dire on prend des engagements. On fait ci, on fait ça. Il faut fermer cette prison. Je suis d'accord avec cette recommandation du comité contre la torture et en construire une nouvelle. Mais le problème ne sera pas réglé par la fermeture de la prison. Pour ceux qui ne le savent pas, la prison, l'état de nos prisons, c'est le visage de notre justice. Parce que la surpopulation carcérale, c'est un aspect de la justice. C'est un maillon de la justice. Et cette justice-là commence depuis les OPJ, dans les gendarmeries, dans les commissariats où on fait les enquêtes préliminaires. Ça passe par les juges et ça aboutit à la prison. Comment est-ce que nous gérons les problèmes de violence sociale, les problèmes politiques dans notre pays avec la justice? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de donner de l'argent pour dire on fait les réformes de la justice, on met de l'argent, on construit les bâtiments, alors que le résultat de la justice pénale, c'est ce que nous voyons là, dans nos prisons. Ça veut dire qu'il y a fondamentalement des réformes à faire. Si vous sectionnez la question de la prison, si vous sectionnez les questions ou vous dissociez la question des prisons du système judiciaire, vous ne réglez aucun problème. Si vous voulez vous fermer la prison de Lomé et que vous en construisez une nouvelle moderne, elle sera remplie dans un an si la justice continue de fonctionner comme elle fonctionne actuellement. Donc, c'est tout le système judiciaire qu'il faut réformer en réalité pour que les juges n'envoient pas les gens sur le coup de tête en prison, les gardent là-bas, les oublient pendant des années. Il faut réformer la justice pour que les tierces n'interviennent pas auprès des juges pour régler des comptes à des gens, de les envoyer en prison et les oublier. Il faut faire en sorte que la justice soit libre, indépendante, à l'abri de toute instrumentalisation. Parce que c'est un problème systémique. C'est vrai qu'il y a des aspects conjoncturels, de temps en temps, quand il y a un pic de la violence, par exemple sociale, dans le pays, où il y a les questions politiques, on ramasse des gens, on les jette en prison, le nombre s'accroît, mais fondamentalement, la surpopulation carcérale est un phénomène qui dure et qu'il faut régler, et c'est lié au fonctionnement de la justice. Il faut régler ce problème-là et nos prisons seront vraiment des lieux plus humains. Il y a des gens qui sont détenus sans procès pendant des années. Oui, Ferdinand l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir en amont régler le problème de la justice pour arriver à nos prisons aujourd'hui. Parce que depuis quelques années, on nous parle des réformes au niveau de la justice, mais les réformes, on les voit seulement sur les murs et puis les bâtiments qu'on fait à la justice. Mais fondamentalement, ce qui doit se faire au niveau des décideurs de ce pouvoir, on ne le fait pas. Finalement, on se dit, mais les bailleurs de fonds ou les partenaires, ils mettent leur argent dans quoi?
Parce que ceux-là, ils entendent le système, quand ils entendent réforme de la justice, c'est comme badigeonner les bâtiments et autres, mettre quelques fleurs ici et là, et puis c'est ça les réformes à la justice. Ouais, aujourd'hui, ça rentre dans la modernisation de la justice. La modernisation de la justice, c'est ça. Si c'est ça, alors là, ce n'est pas encore ce que veulent les Togolais aujourd'hui. Les gens sont en prison aujourd'hui pendant 10 ans, 20 ans, mais n'ont pas encore de procès. Tout ça là contribue à la surpopulation carcérale. Il y en a qui sont à moins de choses. Ceux qui ont volé le poulet ou bien un petit portable sont envoyés en prison. Ils côtoient les grands bandits, les grands malfrats qui ont tué des gens et autres là. Aujourd'hui, il faut pouvoir organiser des procès. Il faut pouvoir amener les acteurs de ce secteur-là à se décider à faire ou bien à décharger un peu la prison civile de Lomé ou bien les prisons à travers tous les territoires. Sinon, quand aujourd'hui nous parlons de la surpopulation carcérale, on parle aujourd'hui de la fermeture des prisons. Si on ferme la prison civile de Lomé, Ferdinand l'a dit tout à l'heure aujourd'hui, et que les mêmes manières de procéder restent, je crois qu'on n'aura rien fait. Donc, carrément, il faut réformer la justice. Oui, il faut réformer tout ça. Moi, j'ai une petite expérience dans ce domaine. J'ai eu à travailler sur les questions de surpopulation carcérale avec des groupes d'experts au Cameroun entre 2012 et 2013. Et justement, c'était sur des projets comme ça qu'il fallait faire des évaluations. On a visité presque toutes les prisons du Cameroun, si peut-être vers l'extrême nord, on n'est pas allé. Un peu partout, Yaoundé, Douala, Bolova, Bafoussam, et Tchang, tout ça, Konsamba, tout ça. On a visité toutes les prisons. Et je retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire il y a les mêmes, c'est les mêmes aspects qui se passent ici. Et vous avez vu que ces derniers temps, au Cameroun, la surpopulation carcérale fait que les gens se rebellent dans les prisons. Si on ne fait pas attention, ça va arriver ici. C'est parce qu'au Cameroun, la justice est fondamentalement corrompue, foncièrement corrompue. C'est la même chose aussi aujourd'hui au Togo ici, corrompue, politisée. C'est la même chose ici. C'est-à-dire qu'on envoie les gens en prison sur un coup de tête. Parce que bon, c'est le juge qui décide de ta vie ou de ta mort. Or, la prison, c'est pour punir, mais aussi réinsérer. On ne va pas en prison, quand vous allez en prison, ce n'est pas la fin de votre vie. Vous devez en sortir guéri et être encore utile pour la société. Alors, si on continue comme on le fait aujourd'hui, Isidore vient de le dire, d'envoyer des gens en prison sur un coup de tête, parce que tel baron a appelé au téléphone pour dire il faut l'envoyer en prison, parce que tel officier a appelé au téléphone pour dire il faut l'envoyer en prison, pour des litiges parfois mineurs, parce que bon, ils ont des litiges fonciers, parce que l'autre est plus fort, il appelle un juge, on l'envoie en prison. Tant que notre justice va continuer pas à fonctionner comme ça, et ça va être le désastre. Et vous savez très bien que nos juges abusent aussi de leur pouvoir. On a reçu des témoignages, et peut-être qu'il faut investiguer davantage là-dessus, des gens qui sont en prison, des juges qui ont exigé coucher avec leurs femmes avant de les libérer, des juges qui ont exigé des faveurs avant de les libérer. Il y a tout ça qui se passe aujourd'hui dans notre justice. Alors, quelle est la moralité des juges? Quelle est la moralité de ceux qui ont dans leur main l'appareil judiciaire? Il y a ça aussi. Et donc, je pense que c'est des réformes qu'il faut faire au Cameroun dans la recommandation. Il avait été dit aux partenaires comme l'Union européenne, la France et tout ça, de revoir leur approche vis-à-vis de ce pays-là. Il ne suffit pas de jeter de l'argent par la fenêtre et dire aux gens, il faut réformer la justice, il faut acheter les ordinateurs pour les juges, il faut revoir les salles d'audience, il faut mettre les micros, il faut que les juges aient les voitures, il faut mettre ceci, ça, et oublier l'aspect carcéral. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'aspect carcéral, c'est la chaîne judiciaire. On ne peut pas ignorer ça. Et donc, les financements des partenaires pour les réformes doivent aussi impliquer cet aspect-là. On a conçu une nouvelle prison à Palimé, c'était sous l'impulsion de l'ambassadeur Berlanga. On a mis beaucoup d'argent, l'Union européenne a mis beaucoup d'argent dedans. Aujourd'hui, Palimé, une nouvelle prison. Mais il ne faut pas que le juge de Palimé, parce qu'il a dragué la même fille avec quelqu'un, il le retrouve devant lui, il l'envoie en prison pour 5 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Des choses comme ça se passent dans notre pays. Donc il faut réformer la justice de fond en comble. Et la réforme de la justice
Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas la peinture des bâtiments, ce n'est pas acheter des voitures, ce n'est pas acheter des ordinateurs pour les gens, mais c'est former les gens de manière à ce que, lorsqu'ils ont des citoyens en face d'eux, ils jugent en leur âme et conscience, est-ce que ce monsieur, par rapport au délit qu'il vient de commettre, je dois l'envoyer en prison ou pas? C'est comme ça que nous allons soulager la population carcérale et éviter que des gens qui doivent être utiles à la société meurent en prison comme ça, ou bien sortent de prison et ne durent pas, et ne vivent pas longtemps, ils meurent parce qu'ils ont pris une maladie à la prison. Merci Ferdinand. Boukpessi modifie la loi Bodiona sur les manifestations publiques. Alternative avait titré « C'est une bonne nouvelle ». Oui, voilà. C'est quand même curieux. Voilà, c'est des choses que nous disons. Oui. Et les gens s'apprêtent encore à envoyer des gens en prison parce qu'ils viennent de modifier une loi qui donne la latitude aux populations. Non, mais il y a un lien. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, nous l'avons cité la dernière fois que c'est une bonne nouvelle. Ouais. Hein? Au moment où les gens s'énervent, font des commentaires, insultent ou bien profèrent des menaces contre les autorités, nous disons que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'une dictature, un système qui veut se protéger, il fait des lois qui garantissent sa pérennité au pouvoir. Donc, en ne sachant pas que ces lois ou bien ces tests-là peuvent se retourner contre lui-même. Donc, c'est ce que nous disons, que c'est une bonne nouvelle. Si aujourd'hui, le système RBT Uni continue sur ce chemin parce qu'ils ne veulent pas voir des gens dans les rues, des gens contester le pouvoir du suprême champion. Ils ne veulent pas que des gens, le lendemain, s'organisent pour des marches, des manifestations contre le pouvoir. Pour cela, il faut charcuter une loi qui autorise le peuple togolais à s'exprimer dans les rues. Si les gens pensent que c'est comme ça qu'ils doivent procéder pour empêcher le peuple de s'exprimer, qu'il continue. C'est une bonne nouvelle pour le peuple. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui urge aujourd'hui de procéder à la modification d'une telle loi? Est-ce qu'il y a des raisons urgentes qui sous-tendent cette modification de la loi que les députés ont votée? Oui, c'est la peur. C'est la peur, c'est la frilosité, c'est la fébrilité. La peur des attaques terroristes? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est la fébrilité du système, c'est la peur par rapport à tout ce qu'on a vécu dans la dernière période, depuis 2016 jusqu'à maintenant, où le régime a énormément pris peur. Et le régime pense que c'est en faisant voter des lois comme ça qu'il sera à l'abri du danger. Ce n'est qu'une illusion en réalité, parce que le seul moyen pour des dirigeants d'être à l'abri du danger, c'est d'être en symbiose avec leur population, avec les gouvernés, c'est d'être en harmonie avec ceux qu'ils gouvernent, c'est de faire de bonnes choses, c'est de respecter les droits de l'homme, c'est de travailler à la justice, c'est de travailler à tout ça. Ce n'est que le peuple qui protège ses dirigeants. Mais lorsque vous perdez la confiance du peuple et que vous essayez de voter des lois sur papier pour vous barricader dans vos maisons en disant oui, demain là, plus personne ne doit sortir par ici, plus personne ne doit sortir par là, vous vous trompez énormément parce que vous aurez l'illusion d'être à l'abri du danger, mais le danger va vous rattraper. Et vous savez très bien que cette histoire-là fait partie d'un ensemble de dispositifs sécuritaires qui a été voté. Et on avait d'ailleurs écrit là-dessus, dans l'alternative, que la lutte contre le terrorisme risque de connaître des dérapages sur le plan de la question de liberté. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que les gens ne voient que les interdictions des manifestations politiques ou de rue. Mais c'est un ensemble de lois qui a été voté, c'est un dispositif pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Et c'est dans ça qu'ils ont glissé cette histoire d'interdiction des manifestations. Et il faut lire toute la loi pour comprendre le caractère pernicieux, liberticide de ce qui a été voté. Pour autant, de mon point de vue, on ne doit pas s'en plaindre. Parce que, oui, on ne doit pas s'en plaindre parce qu'au fond, la loi appelée la loi Pascal Bodiona n'a jamais été, de mon point de vue, une loi qui garantissait une quelconque liberté de manifestation. Parce qu'elle quadrillait les manifestants, les conduisait d'un point A à un point B. Les gens faisaient comme du carnaval dans les rues.
Et chacun rentrait chez lui tout content en disant oui, aujourd'hui on était sortis nombreux, le leader a parlé, on est content, et puis chacun rentre chez lui, et le régime est tranquille. C'est comme vous amenez des poussins à rentrer un à un dans un enclos, et puis après vous les fermez, après vous les ouvrez. C'était ça en fait la loi. Et donc on vivait dans une illusion de liberté de manifestation qui en réalité n'en était pas une. Maintenant qu'ils ont fermé tous les circuits par cette nouvelle loi, donc qui nous ramène aujourd'hui à la situation antérieure à 1990, les avantages sont multiples. D'abord, le carnaval des opposants dans les rues, ça va s'arrêter parce que ces genres de manifestations qui ressemblaient à des sports, ça ne faisait que le bien du régime, ça va s'arrêter. Le peuple va réfléchir autrement, les gens vont s'organiser autrement parce que les gens savent que désormais, il est impossible de se rassembler quelque part et d'exprimer sa colère. Et donc les gens vont s'organiser pour supporter les gens. En 90, personne n'allait demander la permission pour déclencher le 5 octobre. On ne peut pas demander à un peuple qui lutte pour se débarrasser d'un régime d'aller demander la permission au régime avant d'aller dans la rue. Donc, les gens comme Paya Douabou-Pessi, qui sont aujourd'hui ceux qui incarnent la ligne dure des extrémistes du régime, qui refusent tout, qui refusent le droit de vote pour la diaspora, qui votent les lois liberticides, qui mettent leurs frères et cousins dans les CENI pour voler les élections, ces gens-là, Boupessi qui est le plus grand bénéficiaire de la démocratie dans ce pays parce que lui, c'est le 5 octobre qui lui a permis d'être ministre dans le gouvernement de Kofigo et d'être aujourd'hui dans le régime RPT jusqu'à ce jour. Et donc c'est le même individu qui fait voter des lois contre le peuple. C'est lui qui est une bonne nouvelle. Donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'en plaindre parce que les lois qui existaient avant, tout ce qui existait avant, ne nous permettait vraiment pas au peuple d'exprimer sa colère. Désormais, les gens savent à quoi s'en tenir. Les gens savent à quoi s'en tenir et lorsque les conditions seront réunies pour faire quelque chose, comme on l'a fait au Soudan, comme on l'a fait récemment en Algérie, les gens n'iront pas demander la permission à quelqu'un avant d'agir. Faut-il craindre pour... Oui. Donc non, allez-y. Oui, faut-il craindre pour 2020? Oui, effectivement, il faut craindre pour 2020. Mais cette histoire de lutte contre le terrorisme, là, bon, moi, je me demande, qu'est-ce que le Togo veut avoir dans tout cela? Parce qu'il y a des pays qui sont frappés par le terrorisme, mais qui ne prennent pas ce genre de mesures-là contre les manifestations à l'intérieur du pays. La France, il y a toujours la... On oublie une chose aujourd'hui. Mercredi dernier, le matin, l'Assemblée avait voté une loi, la loi sur la sécurité intérieure. Oui, on va en parler tout là aussi, dans son article 49 et 50, ils ont glissé quelque chose là-bas qui concerne les sites Internet. Oui, et je vous dis ça, le ministre chargé de l'administration territoriale, en lien avec le ministre chargé de la sécurité, peut demander au ministre chargé des télécommunications de faire retirer par les fournisseurs d'accès Internet ou tout autre gestionnaire de réseau les contenus en ligne qui incitent à des actes terroristes ou qui présentent un risque d'atteinte grave à l'ordre public. Il peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus sont porteurs des mêmes risques au moteur de recherche pour faire cesser le référencement du service de communication en ligne. La même notification peut être faite aux réseaux sociaux pour bloquer la diffusion ou l'échange de messages ou d'images présentant des risques analogues. Et l'article 50 dit ceci: le ministre chargé de l'administration territoriale, en lien avec le ministre chargé de la sécurité, peut demander au ministre chargé des télécommunications de prescrire aux fournisseurs d'accès Internet ou tout autre prestataire de fourniture de données numériques l'interruption de tout service de communication au public en ligne qui constitue un risque grave à l'ordre public. Alors, mon cher Clavel, qui est-ce qui est à même de qualifier ces risques qu'on dit porter atteinte à l'intégrité ou bien ces risques qui peuvent générer, qui déstabiliser le pays? Et c'est le juge. Et on va faire appel encore à notre justice. Et ces juges-là qui sont dans nos tribunaux et autres là, on sait pour qui ils travaillent. On sait à la bord de qui ils sont. Donc ces juges-là vont qualifier ces faits de risques pour le pays. Vous voyez, on est en train de programmer la fermeture de certains sites Internet qui dérangent le système. Et ça, les gens ne voient pas ça encore. On ne voit pas ça. Mais c'est vous faites la même lecture. Oui, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. On peut prendre
prend prétexte d'un article aujourd'hui sur un site internet et dit bon, on le fait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vouloir faire la guerre contre le numérique et tout ça, c'est une guerre perdue parce que beaucoup de sites ne sont même pas hébergés au Togo ici. Ils vont peut-être interdire certains, mais ça va être tellement compliqué. Même les Chinois ont des difficultés. Donc je pense que à chaque fois que le régime vote des lois liberticides comme ça, le régime ferme des espaces de liberté, les espaces de manifestation, tout ça, il faut pas s'en plaindre, il faut se réjouir parce que c'est la seule voie qui va précipiter la chute rapide du régime. Parce que ces gens n'ont pas encore conscience du niveau de colère des Togolais contre leur gouvernance. Donc, ils pensent que c'est de cette manière qu'ils vont dompter le peuple pour longtemps. Mais c'est faux. Ils sont dans une illusion. Les Togolais apprennent, ils encaissent, mais un jour, ça va exploser. Il n'y a rien de plus sécurisant que de laisser un peuple s'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Même dans les pays aujourd'hui jugés, les pays où il y a des menaces de terroristes réelles, comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, des gens continuent de faire des manifestations. Quand les gens veulent prendre la rue, ils prennent la rue librement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que nous, on puisse prendre autant de mesures pour interdire des manifestations, pour menacer de fermer des sites internet, si ce n'est pas l'envie de garder le pouvoir en 2020, si ce n'est pas l'envie de museler l'opposition, si ce n'est pas l'envie de museler les activistes, si ce n'est pas l'envie de museler le peuple qui demande le changement. Mais, comme on l'a appris de l'histoire, aucune loi, aucune armée, aucun dispositif sécuritaire, à un moment donné, n'empêchera un peuple d'aller à la conquête de sa liberté. Et je pense que ce moment viendra. Donc, pour le moment, les gouvernants, ils sont dans l'illusion. Ils font croire, ils sont dans un monde où eux-mêmes pensent qu'ils sont en liberté, ou bien ils sont protégés, mais ils sont plus que jamais en danger. En réalité. Je suis d'accord avec Ferdinand lorsqu'il a fait sortir tout à l'heure que le régime veut museler cet incite ou bien la liberté d'expression parce qu'il y a 2020 qui est à l'horizon. Je rappelle qu'en 2015, on a dû fermer le site ici lome.com parce que le site dérangeait, c'est-à-dire les publications du site. Mais on l'a fermé. Ce sont les Togolais seulement qui n'avaient plus accès au site. Mais ici à côté, ici au Bénin, au Ghana et puis dans le reste du monde, les gens visitent le site, ont le contenu, ont accès au contenu du site. Je crois que, bon, ici, on peut priver les Togolais de ces informations, mais ailleurs, ceux qui sont ailleurs peuvent regarder, peuvent voir ce qui se passe dans le pays. Ça veut dire que ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème, oui, Ferdinand. Je pense qu'en 1990, avant le 5 octobre, les gens ne possédaient que par tract. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les téléphones intelligents, on n'avait pas tout ce que on a aujourd'hui pour avoir les informations à la minute près, mais les gens ont pu faire une révolution. Donc, ce n'est pas en 2020 que on va prendre des lois pour étouffer les populations. Vous avez vu, quand Paul Kagame a inauguré Kigali Arena, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit, mais pourquoi pas chez nous? C'est ça, les actes comme ça, qui se passent dans les pays voisins, qui se passent ailleurs, qui réveillent la jeunesse africaine. Ou les gens dans d'autres pays qui n'en ont pas disent, mais pourquoi chez nous on ne peut pas gouverner comme ça? Donc les gens ne se trouvent pas votant de loi. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Tout ce qui se passe ailleurs, chacun veut l'avoir chez lui. Et donc, ceux qui pensent que c'est un votant de loi, liberticide comme ça, prenant des dispositions comme ça qui seront en sécurité, j'avoue qu'ils sont en train de se tromper. Et je suis bien désolé pour eux. Ferdinand, nous acheminons tout droit vers la fin de cette émission. Un mot sur un sujet qui faisait la une de l'actualité, l'affaire Kamez. Il n'y a plus de suite. Non, mais je ne sais pas trop, on verra. On verra. On ne va pas trop s'apesantir là-dessus. On attend. On en a suffisamment parlé, on verra. Dans notre journal et puis ici, donc on verra ce que ça va donner dans les prochaines. Merci, monsieur. Merci. Oui, merci, Claver. L'émission s'est passée dans des circonstances particulières. Je pense que moi, je suis très grippé ici, et puis il y a d'autres aussi. Et donc, c'est
pour ce premier numéro de la saison 2. Veuillez nous excuser pour les désagréments. On a enregistré dans des conditions un peu difficiles. Mais il faut remercier tous ceux qui nous ont apporté, comme je l'ai dit au début, des conseils, des appuis pour relancer l'émission. Aujourd'hui, on a les dispositifs qu'il faut. On salue le DG de Aldus qui a mis maintenant 3 caméras à notre disposition. On salue ceux qui nous ont envoyé les micro-cravates qu'on va utiliser prochainement. Et nous espérons qu'on a démarré maintenant pour de bon. Nous sommes ouverts aux observations, aux critiques pour que l'émission soit véritablement une émission à la hauteur des enjeux et que nos lecteurs soient satisfaits de ce qu'ils regardent. Journal cette oui, semaine. Oui, le journal sera dans les kiosques demain. Je crois qu'à la une, nous avons parlé des recommandations de Genève, de l'organisation du comité de l'ONU contre la torture. Et nous sommes focalisés surtout sur la prison civile de Lomé, qui est dans une situation vraiment déplorable. Ensuite, nous avons parlé de cette affaire de Guétégué. Entre l'État et voilà. Nous avons également parlé de la situation à Djablé, la riziculture, ceux qui ont été spoliés de leurs terres. Ensuite, il y a la chronique qui s'est penchée sur un sujet d'actualité et les lecteurs découvriront tout ça dans l'apparition de demain. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de la saison 2. L'autre journal, c'est fini. À très bientôt.